Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui on accueille Marguerite qui est web designer. Bonjour Marguerite, Bonjour Laurine. j'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Marguerite, je suis web designer à l'agence SW depuis 2022 et mon parcours il est un petit peu atypique puisque ça n'est pas mon métier à l'origine. J'ai fait une reconversion professionnelle. Avant j'étais comptable et encore avant j'étais juriste. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Principalement la créativité, c'est ce qui me manquait dans mes précédents métiers. Et aussi, je dirais, la diversité des métiers et des clients que l'on rencontre au sein de mes missions de web design. Selon toi, quelles seront les grandes tendances du web design en 2025? Alors, en 2025, je pense qu'on est sur la continuité de ce qui est déjà apparu un petit peu récemment. Déjà, c'est les polices ou typographies maximalistes qui prennent vraiment une grande place dans l'identité visuelle, voire qui vont remplacer les images. Donc vraiment, il faut penser à des polices très très grandes. Ça va s'accompagner d'un design qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste. On laisse beaucoup plus de place aussi aux espaces négatifs, c'est-à-dire les espaces blancs. Pour organiser le contenu, on n'hésite pas vraiment à laisser de l'espace entre chaque bloc sur nos pages web. Et ce qui est bien dans ce nouveau design, c'est que ça va aussi dans la tendance de l'écologie, du développement durable plutôt, puisqu'en fait, ce sont des sites qui vont consommer beaucoup moins d'énergie et qui, du coup, ont un impact carbone numérique beaucoup moins important. Et enfin, la dernière tendance que je retiendrai, pardon, c'est les interactions avec l'utilisateur, donc que ce soit avec des chatbots, avec de l'IA, de la gamification aussi. On va vraiment sur une tendance où on amène l'utilisateur à complètement interagir avec le site web. Selon toi, les utilisateurs, ils attendent quoi aujourd'hui d'un site web? Alors pour moi, les utilisateurs, je dis tout le temps qu'ils sont flemmards et impatients. Des belles qualités. Mais en fait, ça explique bien l'utilisation qu'on a aujourd'hui du web, que ce soit sur des applications ou des sites internet. Il faut que votre visiteur, votre utilisateur, il trouve rapidement ce qu'il est venu chercher, donc des temps de chargement de pages rapides et des informations qui sont claires et directes. Sinon, il partira tout de suite de votre site web. Et c'est une tendance vraiment qui s'accentue, notamment avec l'utilisation des smartphones. L'accessibilité web est de plus en plus mise en avant. Quelles pratiques recommandes-tu pour un design inclusif? Ouais, l'accessibilité, c'est très important puisque ça permet en fait à tous les utilisateurs, notamment les personnes atteintes de handicap, d'accéder au contenu, aux fonctionnalités de votre site. Donc il y a déjà des petites choses à mettre en place qui sont assez faciles à faire. Donc ça va être déjà penser à un bon contraste entre le texte et l'arrière-plan pour permettre une lisibilité beaucoup plus facile des textes et du contenu. Pensez aussi aux personnes qui utilisent des lecteurs d'écran en prévoyant des balises HTML sémantiques ou des balises alternatives sur les images, donc qui vont permettre de décrire ces images aux personnes non-voyantes. Ça va être aussi de penser au dark mode, donc pour changer en fait la visibilité de l'écran et adapter à toutes les vues. Il faut penser aussi aux personnes qui ont du mal à interagir avec une souris, comme on fait tous, ou avec le tactile. Donc pensez à des commandes vocales éventuellement ou des commandes assistées par le clavier. Prévoir aussi du contenu multimédia pour expliquer un contenu qui peut être complexe avec des transcriptions ou des sous-titres qui permettront à tout le monde d'y accéder. Comment penses-tu que l'IA va influencer le travail des web designers en 2025? Je pense qu'on va tous perdre notre travail et puis qu'on n'a plus qu'à aller élever des chèvres dans le Larzac. Plus sérieusement, je pense pas que l'IA soit une menace, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, mais au contraire, c'est un outil, un assistant de travail vraiment performant. Moi, par exemple, je m'en sers beaucoup pour des tâches qui sont un petit peu laborieuses habituellement, comme par exemple du détourage d'images, des choses comme ça, ou de la création ou de l'inspiration. Donc voilà, ça va permettre en fait de se libérer de certaines tâches qui prenaient beaucoup plus de temps avant pour avoir plus de temps justement pour créer, pour penser à l'expérience utilisateur et travailler en fait différemment. Penses-tu que des outils basés sur l'IA pourraient remplacer les web designers? Non, je pense pas du tout. Je pense que le métier va évoluer avec ces outils et qu'il faut se former et s'adapter. Mais ce qui fera toujours la qualité d'un bon web designer ou d'un bon concepteur de site web, ça va être son expérience et sa vision globale.
C'est vrai que c'est important de se former, notamment avec les formations Bienvenue. Et vous pouvez me retrouver en formation sur Bienvenue. Comment un web designer peut-il tirer parti de l'IA sans forcément perdre sa créativité? Justement, ce que je disais, l'IA, ça va permettre d'éliminer ou en tout cas de faciliter des tâches qui sont répétitives et pas forcément très créatives. Le plus dur dans ce métier, c'est de partir d'une page blanche quand on commence un projet. Donc en fait, l'IA va pouvoir nous assister pour nous donner des idées, de l'inspiration de départ. Et je pense que c'est très important quand même de garder son expérience, son libre arbitre et de sortir justement de ce qui est proposé automatiquement pour ne pas tomber devant des choses qui sont identiques parce que toujours proposées de la même façon par l'IA et de garder justement son libre arbitre et son œil critique. Est-ce que tu peux nous dire les erreurs les plus fréquentes en matière d'UX? Oui, alors il y en a encore pas mal et surtout sur des sites assez anciens qui n'ont pas fait l'objet d'une refonte. Principalement, je pense là comme ça à des parcours utilisateurs qui sont trop compliqués, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations, des menus de navigation trop lourds avec trop d'onglets sur lesquels on doit cliquer. Donc là, c'est le meilleur moyen en fait pour perdre votre visiteur. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est le manque de lisibilité. On a parlé de contraste tout à l'heure, donc des textes trop petits ou alors avec des couleurs non contrastées qui empêchent une bonne lisibilité. Autre point important, ça va être des call to action. Ce qu'on appelle des call to action, ça va être par exemple des boutons à cliquer, une action à réaliser qui vont être trop petits, pas accessibles ou mal faits. Je pense notamment sur les versions mobiles, donc qui sont non responsives. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un bouton qui est hors de votre cadre de téléphone ou qui est trop petit pour appuyer dessus avec le doigt, ça va être trop compliqué. Et la dernière chose à laquelle je pense, c'est le temps de chargement trop long, qui va empêcher une bonne expérience utilisateur. Quelles sont les meilleures pratiques pour rendre un site plus performant tout en restant attractif visuellement? Alors, pour moi, la bonne recette, c'est 3 ingrédients. Donc, ça va être la fluidité de navigation, un design engageant et un temps de chargement rapide. Donc, pour cela, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, ça va être au niveau des médias que vous intégrez sur votre site, qui soient au bon format. Si vous avez des vidéos, qu'elles soient hébergées sur des plateformes comme YouTube, par exemple. Ça va être d'utiliser des extensions de cache qui permettent d'améliorer la rapidité de chargement des pages. Bien organiser son contenu, avoir des menus clairs, cohérents, avec une hiérarchie des informations. Utiliser aussi des micro-interactions. Donc par exemple, quand vous allez passer la souris au-dessus d'un bouton ou d'un texte, s'il est cliquable, le faire changer de couleur ou de forme, par exemple, ça va indiquer à votre visiteur qu'il y a une action possible. Bien évidemment, pensez à faire un site internet qui soit responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, puisque aujourd'hui, la majorité des gens qui consultent des sites internet, c'est via leur smartphone. Et enfin, des call to action qui soient engageants, donc utiliser des verbes d'action, des couleurs qui attirent le regard, pour permettre à votre utilisateur de réaliser l'action qu'il souhaite. Merci Marguerite pour ces informations très claires. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver Marguerite sur différents webinaires sur bienvenue.org. À très bientôt. Merci Margot. Merci Laurine, à bientôt. Au revoir.